L'affaire Betaram, la condamnation de Marine Le Pen, l'incarcération de Nicolas Sarkozy, les changements de gouvernement et de Premier ministre, l'année politique 2025 a été très mouvementée. Mais alors, que faut-il en retenir et que nous disent ces événements de la santé de notre démocratie ? On parle de tout cela avec Jonathan Boucher-Petersen, éditorialiste politique à Libération. Jonathan, j'aimerais bien savoir quel est toi ton mot de l'année pour définir cette année politique 2025 ? Alors je me disais quand je t'écoutais faire la liste effectivement des temps forts ou des moments qui avaient pu nous marquer, que c'était très riche et pas très enthousiasmant, les deux à la fois. Non, le mot de l'année, c'est un défi collectif et ça a fait l'objet de beaucoup de débats et c'est souvent là-dessus que se sont faites les fractures. C'est le mot de compromis, je pense, qui est en tout cas la tentative d'un compromis, la promesse d'un compromis. Compromis, compromission, on a compris que voilà, dans bien des débats, il y avait cette tension entre ces deux mots, autour du mot de responsabilité, mais qu'en même temps ne devait pas être une continuité du macronisme. Donc voilà, les différents premiers ministres qui ont été tentés depuis la dissolution ont eu ce mot de compromis à la bouche. Il a pris des formes et des périmètres un peu différents. On a senti que là, avec le Cornu, il a plus concrètement abouti avec ce pas de deux avec les socialistes sur le budget de la sécurité sociale. Mais voilà, on sent que quand même, le parlementarisme, la culture du compromis n'a pas complètement imbibé les débats à l'Assemblée nationale et que, on l'a dit souvent dans ce stream ou dans d'autres occasions, mais que la perspective de la présidentielle de 2027 pèse énormément sur les agendas, sur les postures, sur les stratégies des uns et des autres. Donc compromis, ou en tout cas tentative du compromis, ou alors concrétisation de la compromission, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et qui structure beaucoup les débats. J'interromps rapidement nos discussions pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permet de ne manquer aucune de nos prochaines rediffusions de discussions, ni aucun de nos prochains reportages que l'on publie régulièrement sur cette chaîne. Avant de revenir sur certains sujets marquants, là, notamment de cette fin d'année, parce que là on parle de faire un récap de l'année 2025, mais il y a encore des choses importantes politiquement qui se jouent actuellement en ce mois de décembre. Jusqu'au bout. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être, là, comme tu parlais un petit peu de la présidentielle 2027, évidemment, qui va arriver assez vite, après nous avoir parlé de ce mot de l'année, peut-être de parler de l'homme ou de la femme politique de l'année 2025, qui, selon toi, était la personnalité politique qui a marqué vraiment cette année 2025, en bien ou en pas bien ? Eh ben, je dirais que c'est pas un homme politique. Donc évidemment, Emmanuel Macron reste une personnalité majeure et un certain nombre de ses décisions, notamment, alors plus en 2024, mais on a vu les conséquences de cette décision encore aujourd'hui. Mais je pense que celui qui a le plus animé le débat public, ou en tout cas la personnalité qui a fait éruption et qui a structuré une partie des échanges et des thèmes qui ont occupé les députés dans la discussion budgétaire et plus largement le débat public entre les différentes formations politiques, ce qui d'ailleurs nous a fait revenir, j'entretiens le suspense, ce qui d'ailleurs nous a fait revenir à un débat droite-gauche un peu plus traditionnel autour de la question fiscale, c'est Gabriel Zucman, donc l'économiste. Alors le bilan, c'est que certes, la taxe portant son nom a pas vu le jour, ça on l'a suivi, mais en même temps, on sent que quelque chose s'est levé, qu'un débat s'est ouvert et qu'il n'est pas prêt de se refermer. Il y a des chances qu'il structure aussi beaucoup les offres politiques dans la perspective de la présidentielle. Et au-delà du constat de l'injustice fiscale, donc ça, des choses qu'il a beaucoup documentées, c'est la réelle contribution des plus riches. Et ça, c'est autant une question fiscale qu'une question démocratique. C'est-à-dire quand on demande des efforts à tout le monde, il a mis sur la table de façon assez patente qu'on pouvait remarquer que il valait mieux être un hyper riche ou un ultra riche qu'une classe moyenne ou une PME, quoi. Sur les questions économiques, d'ailleurs, il y a des choses qui se jouent actuellement encore là à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi. Là, dernièrement, il y a eu l'adoption du budget de la Sécu qui a été acté. Alors, vous avez peut-être entendu le chat parler de PLFSS, de PLF. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous expliquer, Jonathan, de quoi il s'agit et en quoi ce qui se joue, ce qui va encore se jouer et ce qui s'est déjà joué est assez important ? Alors, dans la discussion budgétaire qu'on a tous suivi avec encore plus d'intérêt que d'habitude et sûrement qui a jailli de façon plus détaillée et plus permanente dans la vie de beaucoup de Français. Donc le PLFSS d'un côté, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voilà, la façon à peu près normale de le dire, c'est le budget de la Sécu. Et de l'autre côté, il y a le PLF, donc le projet de loi de finances, qui est le budget de l'État, qui sont deux choses différentes, qui sont l'un et l'autre votés par le Parlement, donc l'Assemblée et le Sénat, mais qui ne
qui ne correspondent pas exactement à la même chose. Et qui, alors après on rentre un peu dans la technique, mais peuvent pas donner lieu à l'usage des mêmes outils par le Premier ministre et par le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il y avait, un enjeu presque encore plus patent à aboutir sur le PLFSS, donc le budget de la Sécu. Ça, c'est ce qui est intervenu. Donc là, il y a eu le vote définitif, mais ce qui a été le plus marquant, c'est quand les socialistes ont finalement décidé, après avoir obtenu notamment la suspension de la réforme des retraites, mais aussi le recul du gouvernement sur un certain nombre d'horreurs, comme les socialistes les qualifiaient eux-mêmes. Donc voilà, sans dire que c'est un budget socialiste, comme on l'a beaucoup entendu à droite ou ailleurs, c'est un budget qui est forcément un peu plus équilibré que la copie originale présentée par Bercy et le gouvernement. Mais donc voilà, là-dessus, le PS, alors ça s'est joué d'ailleurs en plusieurs rideaux. Le PS a décidé de voter très majoritairement pour, façon de sécuriser aussi la suspension de la réforme des retraites. Les écolos, qui ont obtenu en toute dernière ligne droite un geste assez significatif sur le financement de l'hôpital, se sont abstenus aussi en très grande partie. Et après, ça a fait le plein côté groupe de Gabriel Attal, donc Ensemble pour la République. Ça a fait le plein du côté du Modem. Horizon, donc Édouard Philippe, qui est toujours sur cette posture, je prépare 2027, je me différencie des macronistes, j'ai mon agenda personnel. Le groupe s'est largement abstenu, mais n'a pas soutenu le texte du gouvernement. Et côté RN et côté LFI, on a voté contre, comme d'ailleurs les communistes. Donc tout ça a fait une espèce de petite sauce qui a permis, je crois, si je me souviens bien, c'est à 13 voix près, en tout cas dans le vote à l'Assemblée, d'adopter ce projet de loi de finances, sachant que de la sécurité sociale, sachant que on a toujours été dans cette espèce de dialogue entre les gauches, notamment avec LFI disant il y a trop d'horreur pour les voter, ça s'appelle être la 5e roue du carrosse macroniste qui est déjà très cabossé, et de l'autre côté les socialistes qui disaient ce serait encore pire si on le votait pas et si on laissait un vote négatif et du coup la crise politique qui s'en serait suivie, ou si on laissait simplement les mains libres au gouvernement sans négocier. Voilà, ça a été l'idée de dire est-ce qu'il vaut mieux des petits pas et obtenir des petites victoires dès maintenant, et c'est en creux toute la différence de stratégie entre LFI et les socialistes pour prendre les deux blocs principaux de la gauche. Ces projets-là, c'est des choses dont on parle régulièrement, ou là on en parle beaucoup plus cette année, cette fin d'année, parce que... On devrait en parler régulièrement. C'est une discussion qui a lieu tous les ans, qui structure les moyens qu'on décide de consacrer à la protection sociale, au financement de l'hôpital, des questions très pratiques comme le reste à charge, les franchises, des choses qui font partie de la vie quotidienne des gens, et la question des dépenses de santé est vraiment tout sauf un détail dans une France en plus vieillissante, dans une France où le modèle social reste quelque chose d'absolument structurant pour la cohésion nationale. Donc le projet de budget de la Sécu, on devrait en parler beaucoup plus chaque année. C'est la même chose pour le budget de l'État, parce que on en parle moins en fait quand il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que quand il y a une majorité absolue et il est à peu près acquis que le gouvernement et sa majorité pourront faire passer le texte budgétaire tel qu'ils l'ont imaginé, effectivement on rentre un peu moins dans le détail. Après, quand chacun des articles de loi, chacun des amendements est l'objet d'un débat, est l'objet de positionnement des uns et des autres, voire parfois de votes surprises, de coalitions un peu baroques, évidemment que dans la mesure où le centre de gravité s'est largement déplacé au Parlement, il y a eu un intérêt particulier cette fois-ci, parce que de ces discussions-là dépendait aussi la survie ou la continuité des gouvernements nommés par Emmanuel Macron, que ce soit celui de Michel Barnier, qui justement a chuté sur la question du projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc c'était fin d'année dernière, l'arrivée de François Bayrou, qui a tenté de mettre la question budgétaire, la question austéritaire même, au centre des débats, et qui a été balayé par un vote de confiance qu'il avait demandé alors qu'il n'avait aucune chance de l'obtenir, dans une forme de suicide politique un peu baroque, qu'il espérait être son moment Mendès France. Je dis la vérité et les Français m'en seront gré. Et puis, pour différentes raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, qui a été quand même un crash monumental. Et après, il y a eu l'arrivée de Sébastien Lecornu, arrivé en 2 temps, pareil, on y reviendra, et qui lui a réussi, en tout cas en l'état, à trouver un compromis sur le PLFSS, sachant que les discussions qui sont actuellement à l'œuvre sur le projet de loi de finances, donc le budget de l'État, avec forcément l'Assemblée, qui est le bordel qu'on décrit régulièrement, et le Sénat en revanche où les choses sont plus claires, c'est-à-dire que la droite majoritairement et le centre
tiennent le Sénat, donc à chaque fois on a une copie qui est beaucoup plus libérale, beaucoup plus dure sur les questions budgétaires. Voilà, là, et donc il y a toujours une incompatibilité des textes entre celui qui est voté à l'Assemblée, celui qui est voté au Sénat. Et là, on va assister en fin de semaine à ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, qui réunit des sénateurs et des députés, avec la vocation, ou en tout cas le fantasme de tomber d'accord. Et souvent, on arrive à la situation d'une incapacité à tomber d'accord, donc une commission mixte paritaire non conclusive, comme on dit, et du coup la balle qui revient dans le camp de l'exécutif et de savoir quel outil l'exécutif utilise ou pas pour faire passer ou pas ce budget de l'État. Et là, dans ces discussions budgétaires, il y a des choses marquantes qui ont été décidées aussi, justement, dans cette volonté d'obtenir des choses de certaines forces politiques. Il y a notamment eu la suspension de la réforme des retraites. Donc ça, c'est dans le budget de la Sécu, ouais. Et puis, il y a aussi eu l'abandon du 49.3. Voilà, l'abandon du 49.3, c'était un peu un acte originel de Sébastien Lecornu, j'allais dire Lecornu 2, c'est-à-dire quand il a été renommé pour la deuxième fois et qu'il a fait ce discours de politique générale. C'était une demande assez forte des socialistes qui avaient plusieurs marqueurs. Les socialistes, c'était l'abandon du 49.3, donc l'impossibilité ou l'engagement en tout cas de la part du gouvernement à ne pas recourir à cet article de la Constitution qui permet de faire adopter sans vote notamment le budget. D'autres textes, on se souvient que la réforme des retraites sous Elisabeth Borne a été adoptée par le biais d'un 49.3 et que, en gros, depuis 2022, le 49.3 est devenu un usage systématique pour adopter les textes budgétaires, puisque depuis 2022, les macronistes ont perdu la majorité absolue à l'Assemblée. Donc, acte originel de Sébastien Lecornu, plutôt salué par la gauche, plutôt salué, auquel d'ailleurs François Bayrou avait un peu ouvert la porte dans certaines déclarations. Mais voilà, en tout cas, un exécutif qui actait de façon concrète sa faiblesse, qui actait le fait que le Parlement devait jouer un rôle plus important et que le gouvernement n'avait plus le poids politique ou la légitimité politique pour le contraindre par un 49.3. Et en même temps, voilà, ça veut dire aussi un gouvernement qui perd un outil quand le compromis n'aboutit pas et quand les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc là, il y a un enjeu. On entend des voix d'ailleurs assez diverses, mais dire c'était très sympa de l'avoir abandonné, mais en fait, le gouvernement devrait l'utiliser pour faire passer le budget. On entendait même des voix socialistes qui ne savaient pas trop de quel côté la pièce allait tomber sur le budget de la sécurité sociale, dire si on veut être sûr que la suspension de la réforme des retraites soit adoptée, il faut que le gouvernement fasse usage du 49.3. On a entendu par exemple François Hollande dire ça, mais pas que. Donc voilà, donc ça c'était un acte originel de Sébastien Lecornu. Et comme je disais, les trois marqueurs demandés par les socialistes pour être constructifs dans la discussion, c'était suspension de la réforme des retraites, abandon du 49.3 et taxe Zuckman quand même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dur sur la question budgétaire, c'est que sur la mise à contribution des Français les plus riches, on reste largement au milieu du gué, quoi. Et du coup, sur la suspension de la réforme des retraites, c'est un truc qui peut encore bouger dans les mois à venir. Enfin, c'est un truc qui n'est pas du tout fixé, quoi. Non, c'est acté le fait qu'elle est suspendue. Après, selon la formule, c'est renvoyé à la présidentielle de 2027. Donc voilà, après, il y a des positions qui restent très différentes selon les blocs politiques, même selon les partis politiques, sur quelle est la bonne façon de remettre sur le métier cette réforme qui avait été adoptée au forceps, contre l'avis d'une écrasante majorité des Français, contre le Front syndical uni. Donc voilà, il y avait une blessure démocratique d'une certaine manière avec cette adoption. Et c'est comme si là, on avait un peu lavé cet affront en disant ok, on suspend, donc elle ne s'applique plus et ça concerne quand même un grand nombre de personnes qui vont voir leur âge de départ à la retraite avancer, mais fondamentalement, tout le monde sait que ça ne règle rien. Donc en 2027, on aura le RN qui fera ses propositions, les socialistes qui porteront leurs propositions, et LFI, enfin voilà, chacun. Voilà, la question des retraites, c'est tellement un sujet majeur en France, c'est aussi une source de dépenses majeure pour les finances publiques, quand même, je crois qu'on est autour de 14 ou 15% du PIB. Donc voilà, c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés. On est dans un mouvement européen où on voit des âges de départ à la retraite, en tout cas des âges affichés qui sont beaucoup plus importants qu'en France. Donc ça sert beaucoup à la droite, les macronistes et tous ceux qui veulent, notamment Édouard Philippe, avancer de façon assez violente sur ce sujet-là. Et en même temps, on espère que ça permettra de poser de façon plus concrète la question de la pénibilité, la question d'être à la retraite en bonne santé. Enfin voilà, toutes ces questions qui avaient été un peu survolées lors du débat précédent et qui seront au cœur de la présidentielle, on peut déjà en faire le pari. Les discussions budgétaires et aussi du coup ces discussions
discussions, de négociations, là par exemple autour de la question de la réforme des retraites, est-ce qu'elles illustrent toujours cette difficulté d'avancer politiquement dans ce qui est aujourd'hui une assemblée très très éclatée en termes de représentation de forces politiques? Et ça, c'est pour le coup depuis la dissolution de 2024. Ça, c'est depuis la dissolution de 2024. Et là, les responsabilités, elles sont partagées. Il y a un état de fait où c'est forcément compliqué. C'est-à-dire penser que on aurait basculé dans le Parlement, qu'on allait basculer dans le parlementarisme du tac au tac. Voilà, les modes de scrutin, la culture politique, l'histoire nous invitaient pas à ça. Donc c'est forcément compliqué. Là, je le répète, mais la proximité dans les esprits, en tout cas politiques et des commentateurs de la présidentielle de 2027 pèse aussi. Voilà, la présidentielle, c'est un moment de clivage très fort, c'est un moment où chacun s'affirme en premier lieu dans sa différence avec les autres. Donc c'est vrai que quand on est en train d'essayer d'imposer une identité politique, c'est pas le moment où on a envie de nouer des compromis, parce que forcément le compromis, ça veut dire qu'on a fait un pas vers l'autre, que le compromis, moi j'avais tendance à écrire dans mes billets qu'un bon compromis, c'est un compromis dans lequel tous les protagonistes sont mécontents de la copie finale, mais sont contents qu'il y ait une copie commune. C'est un peu, donc forcément, on est dans quelque chose qui est imparfait. On prête le flanc à la critique de ceux qui veulent pas se mouiller dans ce jeu-là, et donc c'est la position tout à fait respectable, mais très confortable aussi de LFI d'un côté, du RN de l'autre, de dire nous on rentre pas là-dedans parce que c'est des tambouilles. Et en même temps, voilà, j'allais dire, l'alternative à ça, c'est soit le retour aux urnes, donc une nouvelle dissolution, soit le statu quo et le rien du tout jusqu'à la prochaine présidentielle. Donc il est normal qu'il y ait des appréciations différentes de quelle est la bonne stratégie, de quelle est la bonne posture et la bonne façon de se comporter, sachant qu'une France sans budget, c'est pas souhaitable, et sachant qu'une France qui ne fait que reconduire par des lois spéciales le budget de l'année précédente, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour les Français. Quel est toi, alors Jonathan, ce qu'on pourrait appeler ton fiasco politique de l'année 2025? Je pense qu'il y a une personnalité dont on a un peu trop entendu qu'elle marchait sur l'eau, qu'elle vivait un moment politique notable, que ce serait un des hommes forts de 2027. C'est Bruno Retailleau, quand il a été nommé au ministère de l'Intérieur, où fondamentalement il a d'abord beaucoup profité dans l'opinion, et notamment dans l'opinion de droite et d'extrême droite, de cette position au gouvernement. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que ce moment Retailleau, c'est largement fini, ou en tout cas c'est largement brouillé, son image, parce qu'il a raté sa sortie du gouvernement, parce qu'on n'a pas très bien compris à quoi il jouait, parce que sa stratégie est aussi en permanence polluée par le jeu de Laurent Wauquiez, qui n'a jamais accepté de s'être fait quand même battre à plat de couture par Retailleau pour la présidence de LR. Et c'est vrai que si on prend le vote sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y avait une position de LR portée par Bruno Retailleau, officiellement très clair, de dire on votera pas ce texte socialiste, on a des principes, il faut qu'on soit clair. Et à l'arrivée, on a quand même vu que 18 de la cinquantaine de députés LR avaient voté le texte, quoi. Donc il y a une absence de colonne vertébrale, ou en tout cas une absence d'autorité évidente côté LR, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Bruno Retailleau, on peut se dire que le meilleur est derrière lui, qu'il a certes profité de la vitrine et de la tribune du ministère de l'Intérieur pendant quelques temps, il a gagné en notoriété. Son bilan, il reste quand même très famélique, quoi, au-delà de circulaires sur les questions migratoires qui ont régulièrement posé question, mais voilà, il a envoyé des signaux, ça clairement, mais il n'y a pas eu une action structurante, et je crois qu'il était arrivé au ministère de l'Intérieur avec une promesse, c'était de l'ordre et encore de l'ordre. Voilà, je crois que si on a entendu les mots de Laurent Nunez, qui lui a succédé au ministère de l'Intérieur, tout reste à faire dans ce domaine-là, qui est évidemment un domaine complexe qu'on peut pas gérer aussi vite qu'on gère sa communication. Mais voilà, Bruno Retailleau, on le disait, lancé vers 2027 en ayant un peu tué le match, tué le game, comme on dit dans son camp. Voilà, aujourd'hui, on se demande même s'il est capable de vraiment gagner une primaire, si une primaire devait avoir lieu avec notamment LR, quoi. Est-ce que tu dirais qu'il a quand même marqué des points en vue de 2027, ou est-ce qu'il en a plus perdu qu'autre chose en participant à ce gouvernement? D'où on se place. C'est-à-dire, il n'était personne aux yeux du grand public. C'était l'ancienne petite main de Philippe de Villiers, pour ceux qui suivent la politique de très très près. L'enseigne écuyer du Puy du Fou pour ceux qui s'intéressent vraiment à la vie de Bruno Retailleau. Mais fondamentalement, c'était le président du groupe LR au Sénat. Voilà, donc c'était un poste confortable où effectivement il avait de l'influence, mais c'était pas une personnalité politique de premier plan. Donc le fait d'avoir été nommé à Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur, l'a fait changer de dimension, ça c'est sûr. Mais voilà, les points de notoriété qu'il a engrangés
Je pense qu'il les a largement perdus sur le plan de la clarté et de l'impact de son action quand il a quitté le gouvernement de façon un peu foireuse, quoi, pour dire les choses clairement. Quand on parle de fiasco politique de l'année 2025, moi, instantanément, ça me fait penser à une séquence assez particulière, pour le dire gentiment. C'est quand le Premier ministre Sébastien Lecornu démissionne de son poste le 6 octobre, après avoir été nommé un mois seulement auparavant. Et puis le vendredi 10 octobre, donc quelques jours plus tard, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce la nomination de son nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. De nouveau Sébastien Lecornu. Quel moment tout de même. Oui, on se demande toujours quelle est la part du pas de deux entre le président et celui qui était quand même un de ses ministres les plus fidèles, l'un des plus proches, ministre des Armées, donc par nature quelqu'un qui a énormément bossé avec Emmanuel Macron. Après, ce qui est sûr, c'est que ça a créé quand même une forme peut-être d'électrochoc. Parce que Sébastien Lecornu, il avait certes beaucoup de faiblesses, mais il avait aussi la force d'arriver après le fiasco Barnier et le fiasco François Bayrou. Parce que je citais Bruno Retailleau comme fiasco de l'année, mais c'est vrai que le passage de François Bayrou à Matignon, ça aurait tout à fait pu être aussi un objet de fiasco. Donc Sébastien Lecornu, il y a ce moment où il est un peu baroque, où lui décide de prendre acte du fait que les conditions ne sont pas réunies. Et là, c'est presque le début de la rupture avec LR, justement, qui se joue à ce moment-là. Et la bascule vers ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, c'est-à-dire la tentative, la volonté affichée de vouloir construire quelque chose avec les socialistes. Ça tombait bien, les socialistes étaient aussi dans un moment où eux-mêmes avaient besoin de s'affirmer comme une force autonome, qui n'était plus dans le même giron que LFI. Donc il y a eu une sorte de planète, il ne faut pas dire les choses un peu grossièrement, mais les planètes se sont un peu alignées entre la stratégie de Sébastien Lecornu et l'intérêt, en tout cas tel qu'ils le perçoivent, des socialistes. Il y avait déjà eu une première tentative François Bayrou avec les socialistes qui avaient accepté de ne pas censurer François Bayrou, mais qui s'était fait largement enfler par le Premier ministre dans la foulée. Donc il y avait une vigilance particulière des socialistes. Il y a eu de la clarté peut-être supplémentaire aussi de Sébastien Lecornu dans son discours de politique générale pour envoyer des signaux, c'est ce qu'on disait, le 49.3, la suspension de la réforme des retraites. On pensait que ça irait un peu plus loin sur la taxe Zuckman, mais quand même, en tout cas le débat fiscal s'est lancé. Donc voilà, oui, il y a eu un moment un peu baroque, mais voilà, Sébastien Lecornu qui est très impopulaire, il ne faut pas non plus... il a réussi à faire voter le PLFSS, donc ça l'empêche de chuter. Ça ne dit pas du tout que son avenir est tout tracé et il pourra tout à fait chuter sur la discussion budgétaire qui est actuellement, qui est actuellement en débat. Mais ça a apporté en tout cas, je pense, dans la perception des Français, une forme de stabilité. Donc une forme de stabilité qui peut être tout à fait de circonstance, qui peut être critiquée parce qu'elle passe par un certain nombre de renoncements de la part des socialistes qui ont été élus sur le programme du nouveau Front Populaire. Ils se font régulièrement attaquer par LFI là-dessus en disant tout ce qui n'était pas le programme ne peut pas faire l'objet d'un compromis. Et encore une fois, là, il y a des cultures politiques différentes. Mais Sébastien Lecornu, en tout cas, il a démontré un certain savoir-faire pour la discussion. En communication, pas vraiment. Il a beaucoup moins présent que François Bayrou, mais c'était sûrement plutôt positif. On ne sait pas exactement où il va, au-delà de naviguer un peu à la petite semaine. Mais bon, il n'empêche que probablement on serait beaucoup plus sévère avec lui s'il s'était croûté, s'il avait été censuré avant la fin de l'année. Et comment on explique que là, dans l'année 2025, Emmanuel Macron n'ait jamais essayé de changer plus clairement de direction politique en nommant un Premier ministre issu de partis politiques éventuellement de gauche ou bien plus marqué à droite, mais comment on explique qu'il soit à ce point resté dans cette ligne-là alors qu'on a vu qu'il y avait des difficultés politiquement, que les Français ont, semble-t-il, aussi, eux, marqué leur volonté de changement. Qu'est-ce que ça dit aussi du souci d'Emmanuel Macron ? Ça dit, en fait, ça pose un problème de rapport à la démocratie et de rapport à la réalité élective, quoi. Il y a cette espèce de... Donc après, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est autant un problème démocratique qu'un problème de lucidité. C'est-à-dire, je pense qu'il reste totalement convaincu que ces options politiques sont celles dont la France a besoin.
Donc même si les Français lui ont dit très clairement, que ce soit aux européennes d'ailleurs, et aux législatives encore plus, et ça avait des législatives, alors dès 2022, ils perdent la majorité absolue, donc c'est quand même un premier signal d'alerte important, et 2024, le curseur est encore plus fort avec un camp macroniste qui est largement balayé, même s'il profite du Front républicain presque plus que les autres partis. Donc il y a cette difficulté à simplement acter le fait que les Français en ont soupé du macronisme et souhaitent d'autres options politiques. Donc après, il y avait deux solutions. Il y a le bloc, après la dissolution de 2024, il y avait une forme d'évidence, d'ailleurs soulignée par des gens qui ne partageaient pas les options du nouveau Front populaire, mais de dire, voilà, il y a un bloc politique qui arrive en tête, il faut au moins tenter cette carte-là. Peut-être que ça n'aurait pas marché, on le dit souvent, c'est pas du tout, il n'y avait pas un boulevard qui s'ouvrait devant Lucie Castet, par exemple, quoi. Mais il y avait la possibilité de négocier texte par texte, d'essayer en tout cas de faire les choses dans l'ordre. Ça a créé une violence démocratique parce qu'on a senti qu'il y avait une volonté d'Emmanuel Macron de contourner le résultat des urnes et d'imposer une forme de continuité de plus en plus droitisée avec donc ce pas de deux avec LR et ces clins d'œil très appuyés, notamment de Michel Barnier, à l'égard du Rassemblement national. Ça posait un problème parce que la seule réalité un peu intangible et un peu incontestable de ces élections législatives après la dissolution, c'était la constitution de ce Front républicain au deuxième tour. Et le Front républicain, ça concernait les partis de gauche et le camp macroniste, quoi. Et dans cet ordre-là, d'abord les partis de gauche, ensuite le camp macroniste. Mais LR n'a pas appelé au Front républicain, même s'ils en ont profité, et le Front républicain était destiné à empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Et je rappelle que le Front républicain, c'est pas un accord entre partis, c'est une dynamique lancée par des forces politiques au nom d'un certain nombre de valeurs communes au-delà de la divergence, mais c'est la concrétisation dans les urnes par les électeurs libres de leur vote de cette volonté. Donc il y avait vraiment quand même quelque chose à côté duquel on ne pouvait pas passer. D'une certaine manière, le Cornu, donc après l'échec Barnier, après l'échec Bayrou, si on regarde sa façon de travailler avec les socialistes, donc certes les insoumis n'en sont pas, certes les communistes n'en sont pas, certes les écologistes n'ont fait que s'abstenir, mais il y a quelque chose de plus naturel à se dire c'est avec une force qui a appelé au Front républicain qu'on va essayer d'avancer ensemble de façon imparfaite, de façon contestable. Je pourrais faire 2 heures de stream sur pourquoi les socialistes se sont compromis et je pourrais faire 2 heures de stream sur pourquoi les socialistes ont quand même eu raison. C'est très compliqué d'avoir une position blanc-noir sur ces questions-là et d'ailleurs les Français en fonction des moments peuvent varier entre l'envie de stabilité, entre se dire que le compromis c'est toujours mieux que le rouleau compresseur. Enfin voilà, on est dans un moment où nous-mêmes en tant qu'observateurs, les électeurs en tant que comment dire, je trouve pas le mot, mais on doit tous apprendre collectivement dans un moment qui est forcément particulier. Si ça se trouve, c'est pas l'option la plus crédible, mais la prochaine présidentielle permettra au prochain ou à la prochaine présidente d'avoir une majorité claire. Et dans ces cas-là, on reviendra à un mode d'exercice plus classique. Mais comme la tripartition quand même reste quelque chose d'assez structurel, je pense, il vaudrait mieux qu'on progresse et pas qu'on se dise qu'on va miraculeusement revenir à un régime où voilà, le président serait élu, disposerait d'une majorité absolue, sachant que ce régime, on l'a beaucoup critiqué, il n'est pas forcément souhaitable, quand on disait que les députés étaient le doigt sur la couture, étaient des Playmobil, étaient des majorité Godillot, enfin voilà, on est quand même très sévère sur le fait que le Parlement était largement malmené par l'exécutif. On peut être aussi sévère sur ce moment un peu complexe, un peu bordélique, un peu voilà, qui est pas très enthousiasmant, mais voilà, il faut rester optimiste et il arrivera peut-être un jour où mais ça pose aussi la question des pouvoirs. Il y a beaucoup de choses à revoir. On entend pas mal d'acteurs dire qu'il faut revoir la façon dont, par exemple, le budget est examiné à l'Assemblée, qu'il faut revoir aussi l'équilibre des pouvoirs et l'initiative qui existe entre l'exécutif et le Parlement. Enfin voilà, toutes choses égales par ailleurs, il faut arriver à naviguer dans l'univers tel qu'il est, mais on se rend compte qu'une réforme institutionnelle et constitutionnelle d'ampleur, elle est nécessaire, qu'on appelle ça 6e République, qu'on appelle ça énième toilettage de la 5e. Voilà, ce qui est compliqué, c'est que voilà, on ne sait pas quel est le bon moment pour initier ce genre de choses. Je pense que la question démocratique et la question institutionnelle, qui paraît pas très sexy sur le papier, mais qui est absolument structurante le reste du temps, elle devra être aussi au cœur de la présidentielle. Ça fait beaucoup de débats. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait une vraie présidentielle. Fondamentalement, c'est à ça qu'on arrive comme conclusion. C'est que le dernier débat présidentiel a été largement tronqué et on a surtout parlé de la guerre en Ukraine. Et en gros, voilà, il y a quand même beaucoup de sujets, que ce soit fiscaux, que ce soit retraite ou que ce soit démocratie, qui mériteraient de grands et beaux débats.
Et concernant le prédécesseur du Premier ministre Sébastien Lecornu, donc François Bayrou, son année a aussi été marquée par l'affaire Betaram, en grande partie par cette affaire Betaram. Pour rappel, ce scandale de violence sexuelle subi par des élèves de l'institution Notre-Dame de Betaram, située dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là où ça concerne François Bayrou, c'est qu'il y a des soupçons sur le fait qu'il aurait été au courant de certains abus. Oui, à plusieurs titres. En fait, il y a François Bayrou, il a été ministre de l'Éducation nationale dans des années un peu charnières, de remontée de témoignages, choses comme ça. Il est aussi le notable de la région, le maire de Pau, et il l'est toujours aujourd'hui, président du Conseil général, député. Voilà, c'est des décennies de vie politique sur ce territoire-là. Avec un certain nombre de révélations, de témoignages dans la presse locale, un certain nombre En plus, il a eu des enfants qui ont été scolarisés à Betaram. Il a sa femme qui était certes pas prof, mais qui enseignait le catéchisme à Betaram. On a eu le témoignage de sa fille, quand même, qui a pas mal marqué les esprits et a largement compliqué sa défense, qui était quand même une dénégation au-delà du réel après les révélations de Mediapart. Puis il y a eu son audition par la commission d'enquête parlementaire qui a été un moment assez fort, mais dans lequel il est très loin d'avoir convaincu les Français. Donc il y a eu une espèce de blessure morale ou de faillite morale originelle dans la nomination de François Bayrou. Pareil, dont on disait que, comme un peu Sébastien Lecornu, qu'il était un élu local, qu'il était rompu à la négociation, qu'il était un politique d'expérience, que c'était... On se souvient d'ailleurs que sa nomination était aussi des conditions particulières, c'est-à-dire que c'était pas lui qui devait être nommé, et il a fait un caprice, voire il a menacé Emmanuel Macron dans son bureau à l'Élysée de quitter la majorité et de faire exploser en fait l'équilibre déjà instable sur lequel Emmanuel Macron pensait continuer à surfer. Donc d'une certaine manière, il s'est imposé à Matignon, et après c'est allé de mal en pis. Donc avec l'affaire Betaram qui a largement pesé sur le regard que les Français portaient sur lui, et avec cette façon de communiquer avec une occupation du terrain quasi permanente, et de ce discours soi-disant de vérité sur les finances publiques qui en fait était un discours d'austérité très affirmé, et qui déjà passait largement sous silence la nécessité de faire contribuer tout le monde en fonction de ses revenus. Et c'est ça la faillite originelle sur le plan politique, c'est l'incapacité des différents quand même gouvernements depuis qu'on a aussi découvert la réalité des finances publiques et le bilan du macronisme avec ses 1000 milliards de dettes en plus, avec ces alertes de plus en plus fortes sur le déficit public. Autant il peut y avoir une forme de consensus chez une majorité de Français en disant il faut être responsable, il n'y a pas de raison de faire dériver sans se poser de questions les finances publiques. Autant, ce qui rassemble aussi une majorité de Français très au-delà des attaches partisanes, c'est la justice fiscale et le fait qu'on ne peut pas toujours demander aux mêmes de payer, quoi. Et concernant des personnalités politiques qui se sont retrouvées dans des affaires à minima un peu louches, les grands gagnants semblent quand même être Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. C'est carrément même difficile de les départager, avec la chef du RN qui, elle, a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire avec effet immédiat pour détournement de fonds publics. Et c'est une décision qui bouleverse déjà finalement la future élection présidentielle de 2027, puisque Marine Le Pen pourrait donc être empêchée de se présenter avec cette décision de justice-là. Est-ce qu'on a déjà connu une pareille situation, une pareille décision concernant une personnalité politique de premier plan dans l'histoire politique française ? Dans l'histoire politique française, ça, probablement, j'avoue que j'ai pas le recul nécessaire ou tout en tête, mais en tout cas dans la période récente. Ouais. Après, faut aussi se dire qu'on a changé d'époque. Enfin, ça, je pense qu'il faut toujours le rappeler quand on est quand on commence à lister les condamnations dont les différents élus sont l'objet. C'est que pendant longtemps, il y a eu plus qu'un sentiment d'impunité. Il y a eu aussi une réalité d'impunité dans la gestion de l'argent public, dans le financement des campagnes électorales, et qui a depuis l'affaire Cahuzac, la création du parquet national financier, une forme de bascule. Il y avait déjà eu des lois de financement de la vie politique qui avaient fait évoluer les choses, mais quand même une forme de bascule, des filets qui se sont largement resserrés, et donc par nature aussi une multiplication de politiques qui se retrouvent à devoir rendre des comptes. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Il y a toujours un effet loupe dans ces moments-là, où on a le sentiment, mais ça veut dire qu'ils sont de plus en plus pourris ? Non, je pense que ça veut dire aussi qu'on est de plus en plus exigeant avec eux, et c'est bien, et ça c'est plutôt très positif, notamment en matière de respect de la probité. Après, Marine Le Pen, ça tombe là, cette condamnation, qui est une condamnation importante et qui a posé toute la question de l'exécution provisoire. D'ailleurs, on s'est essentiellement focalisé sur cette question de l'exécution provisoire sans prendre
et trop souvent, on n'a pas pris le temps de rappeler aussi ce qu'étaient les dossiers, même si à Libé, on a publié beaucoup de papiers sur cette affaire dite des assistants parlementaires, qui vient de loin. Hein. C'est quand même une décennie judiciaire dans laquelle Marine Le Pen a cherché à repousser par tous les recours possibles. Et au bout d'un moment, évidemment, quand on est dans une vie politique qui est rythmée par la présidentielle et qu'on est dans un quinquennat, il y a toujours un moment où on est à 2 ans, on est toujours près d'une prochaine échéance électorale. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Après, ça a des conséquences parce que elle est rendue inéligible et il y a une condamnation qui est une condamnation forte. L'exécution provisoire, donc, qui a été beaucoup commentée et dans l'affaire de Marine Le Pen, et dans la condamnation de Marine Le Pen, et dans celle de Nicolas Sarkozy, c'est un sujet qui n'est pas complètement tranché, mais on se rend compte quand on regarde les statistiques des condamnations de justice que c'est aussi le témoignage qu'ils ont été traités comme n'importe quel justiciable. Quand on voit pour des peines équivalentes la façon dont l'exécution provisoire est utilisée pour tout un chacun, sans que Marine Le Pen s'en soit jamais émue, sans que Nicolas Sarkozy s'en soit jamais ému, voilà, au même titre que Sarkozy découvre les conditions de détention des détenus en France quand lui est incarcéré, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de politiques qui découvrent le fait que la justice n'est pas si laxiste qu'ils le disent le reste du temps quand elle les touche directement. Donc Marine Le Pen, donc, qui a cette condamnation, ce qui est intéressant, c'est que, ou plutôt ce qui est un peu navrant, c'est qu'au moment de la condamnation de Marine Le Pen, on a eu le sentiment que la classe politique, ou en tout cas qu'une grande part de la classe politique faisait bloc autour de Marine Le Pen. Que ce soit Nicolas Sarkozy, ça on aura l'occasion de revenir sur pourquoi, mais que ce soit aussi François Bayrou, qui est aussi concerné par une affaire d'assistant parlementaire au niveau européen, ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon, qui est lui aussi concerné, en tout cas son parti, par ces questions-là. Il y a eu quelque chose un peu d'une logique de classe politique qui a fait bloc. Et ça, je pense que c'est pas très bon, parce qu'à chaque fois que les politiques font bloc pour dire aux juges, en gros, mêlez-vous de vos affaires, c'est comme ça que c'est perçu. Ou en tout cas, vous n'avez pas de légitimité. Ma seule légitimité, c'est le scrutin et la vie élective. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour l'état de droit. Après, bien sûr que ça vient percuter la présidentielle, mais en même temps, le fait d'être candidate permanente à l'élection présidentielle, ce qui est le cas de Marine Le Pen depuis très longtemps, puisqu'elle enchaîne les candidatures avec même 2 finales, ça donne pas c'est pas un blanc-seing pour ne pas avoir à rendre de compte devant les tribunaux. Sinon, il suffirait d'être candidat à chaque élection et que les juges, du coup, n'aient pas le droit de venir s'intéresser à ces agissements. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut assumer. Est-ce que dans le bloc de la part de certains partis politiques pour défendre, entre guillemets, Marine Le Pen, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être la crainte que cette décision de justice finalement précipite l'accession au pouvoir du Rassemblement national? Je crois pas. Moi, je pense que non, je crois pas. Enfin, je pense que honnêtement, il n'y a pas eu de. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence là, à l'instant T, dans les sondages entre une Marine Le Pen et un Jordan Bardella. Ce qui poserait un problème démocratique, c'est que si le RN était empêché de présenter un candidat à la présidentielle. Là, évidemment, qu'il faudrait s'interroger. Ce qui n'est pas du tout le sujet. C'est la personne, Marine Le Pen, qui, pour ses agissements en tant que responsable public, est condamnée, mais ça n'empêche pas Jordan Bardella de faire en l'état au moins le même score. Après, on peut s'interroger sur est-ce qu'il est aussi solide qu'elle, quelles sont ses faiblesses, la jeunesse, l'inexpérience, mais en l'état, les 30, 32, tout ça est toujours fragile parce qu'on est très loin de l'élection, mais le 1/3 des gens qui ont l'intention de voter en 2027 au premier tour, qui voteraient pour le RN, ils n'en ont pas perdu la moitié parce que c'est Jordan Bardella et pas Marine Le Pen. Presque bien au contraire. Donc je pense qu'il faut laisser un peu retomber la mousse et je trouve qu'il est normal en tout cas que des responsables politiques, quels qu'ils soient, rendent des comptes. Et je le répète, c'est pas parce qu'on est candidat à la présidentielle qu'on a un totem d'immunité, quoi. Et on le mentionne déjà, un autre moment hyper important, une décision de justice qui a eu un effet important sur une personnalité politique, c'est sur l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy, condamné et incarcéré. Et on le mentionne déjà un petit peu, pour lui et pour certains de ses soutiens, c'est un véritable scandale, une humiliation, même selon lui. Déjà, est-ce que tu peux peut-être rapidement nous rappeler, même si c'est parfois complexe, c'est la libyenne, qui est la plus complexe de toutes. Mais je rappelle que c'est pas Nicolas Sarkozy et les tribunaux, pareil, c'est un feuilleton qui dure depuis quand même un bail, avec pareil cette mécanique de vouloir utiliser tous les recours, et c'est son droit, mais voilà, donc quand ça finit par tomber, c'est vraiment qu'il a utilisé tous les droits que la défense lui octroie. Et il a été quand même globalement
très bien défendu. Alors dans l'affaire libyenne, donc c'est là où il prend 5 ans ferme et qui donne lieu à cette incarcération. Mais d'un mot, il y a eu condamnation définitive dans l'affaire Big Malion. Il y a eu condamnation définitive dans l'affaire Bismuth. Donc l'affaire Bismuth, c'est une affaire pour dire les choses clairement, de tentative de corruption d'un magistrat. L'affaire Big Malion, c'est le financement de la campagne de 2007. Voilà, dans toutes ces affaires-là, il a été définitivement condamné. L'affaire libyenne, donc c'est cette affaire de soupçon de financement de la campagne par le régime de Mouammar Kadhafi, et plus largement c'est la compromission avec le régime de Mouammar Kadhafi et qui concerne des proches de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux et autres. Le fait qu'il y ait eu une sorte de pacte de corruption, comme les juges l'ont, en tout cas les procureurs l'ont évoqué, avec des contreparties qui concernaient notamment le beau-frère de Mouammar Kadhafi, qui est l'homme qui a organisé l'attentat contre le DC-10 du TA, dans laquelle des dizaines de ressortissants français ont perdu la vie. Donc voilà, on est dans quelque chose quand même qui pose une vraie question d'ingérence d'une puissance étrangère, et pas la moindre, puisque un régime dictatorial comme celui de Mouammar Kadhafi, dans un processus démocratique important, puisque la campagne présidentielle d'un pays comme la France. Donc là-dessus, voilà, il y a un certain nombre de chefs d'accusation pour lesquels Nicolas Sarkozy a été relaxé, mais un certain nombre de chefs d'accusation ont été retenus par le tribunal et ont justifié sa condamnation, comme celle de pas mal d'acteurs d'ailleurs l'ensemble des acteurs, enfin quasiment l'ensemble des acteurs du dossier. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a pas été le seul à être visé par une exécution provisoire de son incarcération. Ça valait notamment pour un banquier qui a été condamné, et puis pour l'intermédiaire Alexandre Djouri, intermédiaire dans des contrats d'armement, qui lui d'ailleurs vient d'être libéré en tout cas qui vient de sortir de prison il y a bien après Nicolas Sarkozy. Donc après, tout ça s'inscrit de toute façon dans l'idée que les politiques n'ont pas digéré le fait qu'ils pouvaient être traités comme des justiciables comme les autres, quoi. C'est quand même cette idée que à partir du moment où il a été président, il devra être jugé comme un ancien président. Moi, on peut aussi renverser la chaussette et dire qu'est-ce qui abîme le plus la fonction présidentielle ? Est-ce que c'est les condamnations qui visent Nicolas Sarkozy, donc les faits pour lesquels il a été reconnu coupable, et dans plusieurs affaires de façon définitive ? Est-ce que c'est pas ça qui pose la question de la probité, de sa probité, et donc qui abîme la fonction présidentielle ? Ou est-ce que c'est le fait qu'à partir du moment où il est reconnu coupable, il soit condamné à des peines qui sont les mêmes que tout un chacun ? Évidemment que l'image pour un pays d'avoir un ancien président incarcéré, personne ne le souhaite. En revanche, est-ce que ce ne serait pas encore plus détestable de se rendre compte que, parce qu'il est un ancien président, il n'est pas incarcéré, alors que monsieur et madame tout le monde, dans les mêmes circonstances, seraient incarcérés. Donc voilà, ce qui pose question, c'est cette remise en cause plus large de l'état de droit, de l'équilibre des pouvoirs, et on sent cette petite musique populiste, illibérale, qui grandit. Certes, le RN, ça c'est pas une surprise. Certes, LR, et notamment depuis l'affaire Fillon, il y a ce discours qui s'est développé de façon très forte, mais on sent que, je le disais tout à l'heure, mais qu'il y a parfois une logique de classe avec des politiques qui considèrent que les seuls comptes qu'ils ont à rendre, c'est devant leurs électeurs. Si c'était ça, ce serait bien triste. Et pour rester et conclure sur les personnalités politiques de l'année, on s'en parlait un petit peu là avant le stream. Est-ce que pour toi il y a un mort ou une mort marquante là en cette année 2025 chez les personnalités politiques ? Il y a une mort quand même qui est intervenue en début d'année, mais qui est d'une personnalité qui était retirée de la vie politique de premier plan. Mais la mort de Jean-Marie Le Pen, ça a été d'une certaine manière quand même la fin d'une époque, ou en tout cas il incarnait une vie politique qui était celle du XXe siècle, quoi, ça, très, très clairement. Donc voilà, et pareil, je trouve qu'il y a eu, ça a été un moment assez notable parce que on a fait fi de ce qu'était le parcours réel et concret d'ailleurs même François Bayrou a eu des mots que moi j'ai trouvé très maladroits et même déplacés pour saluer le monument, si je me souviens bien, ou les polémiques. Voilà, il y a eu une espèce d'euphémisme pour retracer le parcours de Jean-Marie Le Pen qui m'a semblé très décalé. Donc l'idée c'est pas d'aller cracher sur sa tombe, c'est pas de manquer de respect à ses proches s'il
qui ont toute raison d'être tristes. Marine Le Pen quand elle perd son père, ses amis quand ils perdent un ami. Mais voilà, quand on est dans le commentaire de la vie politique et de l'histoire politique française, je trouve que c'est le minimum quand même de garder une certaine vigilance et de pas faire de Jean-Marie Le Pen simplement un monument de la vie politique française, alors que c'est quelqu'un qui a été multi-condamné, qui a développé un antisémitisme quand même assez dévastateur, qui a créé un parti avec des anciens Waffen-SS, dont on a suivi les propos négationnistes ou d'incitation à la haine au fil de sa longue carrière politique. Donc voilà, retracer une carrière politique riche, reconnaître qu'il a eu un rôle majeur dans la vie politique française, ça c'est pas un problème. En revanche, voilà, cette espèce de tentation ou de glissement qui viserait à gommer les aspérités du personnage sous prétexte qu'il soit mort. Voilà, que le RN soit dans cet exercice-là, c'est tout l'enjeu de la dédiabolisation aussi. Même si Marine Le Pen, c'est quand même elle qui a viré son père du parti. Donc, mais voilà, qu'il y ait un peu un exercice de malhonnêteté intellectuelle dans son camp politique, c'est le jeu. Je trouve que ça a quand même beaucoup débordé à des acteurs dont on aurait pu attendre, certes, des mots de deuil républicain, si vous voulez, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on oublie qui a été Jean-Marie Le Pen et quel rôle il a joué dans la vie politique française. Et pour terminer sur les moments politiques marquants de l'année 2025, peut-être un petit mot sur ce qui semble être la décision politique finalement la plus importante de l'année, c'est l'accord de Bougival signé entre les différents partis politiques de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Pourquoi est-ce que ça a été un moment important ? Alors, ça nous apparaît comme un des moments les plus importants. D'ailleurs, c'est Sébastien Lecornu qui a été ministre des Outre-mer et en plus, la question calédonienne est souvent une question dont les premiers ministres s'emparent. On a parlé dans son discours de politique générale et on parle régulièrement. Alors, ça nous apparaît en métropole, en tout cas d'autant plus, comme quelque chose de significatif. Alors, je ne veux pas du tout être méprisant, qu'il ne s'est pas passé grand-chose de significatif aussi dans la conduite des affaires de l'État, à part justement ces discussions budgétaires telles qu'on les a décrites au début du stream. Et en même temps, c'est évidemment quelque chose d'important parce que les violences qui ont eu lieu sur l'archipel, je pense, ont été vraiment très marquantes. On a senti, au-delà d'un clivage ou d'une rupture, on a senti quand même vraiment un territoire au bord de l'explosion et même qui a largement basculé dans des scènes armées qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un territoire français. Donc il y a eu ces accords de Bougival qui ont été négociés entre les différents partis à l'initiative de Manuel Valls. On est évidemment dans cette idée de quelle autonomie, quelle part de souveraineté renforcée pour ce territoire, quelle nouvelle organisation politique avec une représentation plus égalitaire et plus des différentes communautés qui composent la vie politique de l'archipel, refondation économique et sociale aussi, parce que c'est un territoire qui a besoin de développement au-delà du tourisme, même si ils ont des grandes ambitions en matière de tourisme. Il y a des enjeux de gestion des ressources, ça fait partie de... C'est complète, ça doit être complètement la France dans notre perception, et en même temps c'est pas complètement la métropole dans les problématiques qui s'y posent. Toutes choses égales par ailleurs, on a aussi le feuilleton, ou en tout cas le triste feuilleton de Mayotte qui continue aussi à peser avec la catastrophe naturelle qui est venue percuter ce territoire qui était déjà tellement plus fragile que la moyenne, le fait qu'au-delà des lois d'exception qui ont été votées, on ne peut pas dire que ça aille suffisamment vite. Donc c'est important de garder un œil vigilant et attentif et de l'intérêt pour ces territoires d'outre-mer qui contribuent aussi, territoires et départements d'outre-mer, qui contribuent d'ailleurs au rayonnement de la France à l'échelle mondiale par sa présence dans tous les océans. Donc c'est pas un supplément d'âme, ça doit être des territoires à part entière. Après, ça peut pas se gérer comme on gère les départements de la métropole. Et on le sent, mais ça vaut même pour la Corse, qui est beaucoup plus près, on sent qu'il y a cette aspiration à une plus grande souveraineté, une plus grande autonomie. Donc il ne faut pas non plus être dans des discours trop faciles de dire la Nouvelle-Calédonie, son principal problème, c'est d'être dans le giron de la France. Je pense que c'est d'abord une force pour ce pays. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Et ça vaut pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, mais on se rend compte que ce sont quand même bien souvent des territoires oubliés, des territoires un peu caricaturés. On a souvent des photos de lagons, des photos de plages. Derrière ça, il y a des territoires avec des enjeux de développement, des enjeux de pouvoir d'achat, des enjeux sanitaires, des enjeux parfois démographiques ou d'immigration. Enfin, c'est souvent les mêmes problèmes en plus, quoi. Donc voilà, les forces comme le RL ont tendance à s'en servir en disant... d'une certaine manière en pompier pyromane un petit peu,
Mais je crois effectivement qu'il faut rester vigilant sur ce dossier calédonien. Alors si j'ai bien suivi, j'ai un petit peu regardé, donc il y avait une consultation citoyenne anticipée qui était évoquée, qui a pour l'instant été écartée parce que visiblement les esprits restent toujours bouillants, et Emmanuel Macron qui réunira les élus locaux de tous bords le 16 janvier. Et pour achever notre discussion, Jonathan, un mot sur l'année à venir, sur 2026, avec un gros événement politique très attendu, ce sont les élections municipales au mois de mars. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Est-ce que ça pourrait changer beaucoup de choses, ces élections municipales, ou pas tant que ça ? Ce sont des élections importantes, notamment quand elles arrivent comme ça un an avant l'élection présidentielle, parce que on a tendance à dire que ça donne une photographie plus claire des rapports de force. Donc évidemment, c'est une élection où les sortants, où il y a une prime aux sortants qui est assez importante. C'est une élection qui, singulièrement cette fois-ci, va être le théâtre de beaucoup d'enjeux, parce que pour le RN, c'est un enjeu d'implantation locale après une première salve en 2014, une deuxième salve en 2020. Là, il y a un enjeu pour le RN à franchir un palier. Il y a un enjeu aussi pour LFI avec ce concept de communalisme, d'arriver à s'implanter aussi dans un certain nombre de villes, quitte à faire chuter les socialistes dans un certain nombre d'endroits. C'est aussi ça qui se joue. C'est évidemment un moment important parce qu'on sent que ça va être le théâtre ou une forme de laboratoire pour ce qu'on appelle de façon très fausse à mes yeux l'union des droites, et que moi je continuerai à appeler la soumission de la droite extrémisée à l'extrême droite, parce que l'idée c'est pas que les droites se rassemblent. Quand les droites se rassemblent, c'est l'UDF et le RPR qui créent l'UMP. Là, c'est pas ça. Là, c'est une force dominante sur l'échiquier qui est l'extrême droite de Marine Le Pen, qui a déjà mis à sa main le Éric Ciotti, qui était tout à fait volontaire pour ça. Et aujourd'hui, on entend des voix jusqu'à celle de Nicolas Sarkozy. En tout cas, préparer le terrain à, alors peut-être pas une alliance entre partis, mais en tout cas une fusion plus poussée encore des électorats et une absence de barrage républicain en cas de deuxième tour. Mais oui, même quand Laurent Wauquiez dit tout sauf LFI, on a l'impression que ça va dans ce sens-là aussi. C'est de dire que l'ennemi principal pour la République, c'est comme ça selon la formule, c'est devenu LFI dans le discours de la droite républicaine, plus encore que le RN. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un nini qui remettait un peu tout le monde dos à dos. Là, il y a une hiérarchie des risques, et ils sont en gros concrètement prêts à voter RN pour faire barrage à un LFI. Ça va se poser, ça va se concrétiser. Il y a des voix comme celle de Valérie Pécresse, comme celle de Xavier Bertrand, qui ne sont pas sur cette ligne. Il y a un Bruno Retailleau qui, lui, est plus fusion des électorats dans les urnes, mais pas fusion entre les partis. Mais encore une fois, la vraie question qui se posera dès les municipales, c'est que fait la droite en cas de deuxième tour, par exemple LFI-RN ? Et on sent que ce sera globalement voté RN, et que ce cas de figure peut aussi se poser dans un deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ça montre que le barrage, certes, est une réalité auquel la gauche serait encore aujourd'hui au rendez-vous d'un barrage républicain. Je pense que la majorité des macronistes, si tant est qu'on puisse encore les appeler comme ça, aussi, mais que du côté de la droite républicaine, qui avait déjà pas appelé au Front républicain la fois précédente, on risque de franchir encore un curseur avec un rapprochement, un pas de deux. On ne sait pas quelle forme ça prendra, mais ça risque quand même de ressembler à Forza Italia de Berlusconi, qui sert de marchepied à Giorgia Meloni en Italie, quoi. Merci beaucoup en tout cas à toi, Jonathan, d'être venu avec nous pour revenir sur cette année politique 2025 avec beaucoup d'événements marquants.